Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT breton. Ce jeudi, l'actualité est marquée par les chiffres de la sécurité en Finistère et en Morbihan. Alors si certains indicateurs baissent, d'autres sont alarmants pour les autorités. Le granit breton a son label et nous avons demandé aux professionnels ce que cela va changer pour eux. Et puis il y aura aussi un appel à la générosité à la fin de cette édition. Dans ce journal, l'actualité économique aussi avec Marine Leclèche. Bonjour Marine. Bonjour Julie. Alors qu'est-ce qu'il y a au programme cette semaine ? Alors on va notamment parler de la venue du nouveau PDG de la financière Turenne Lafayette dans le Finistère. Merci à tous de nous suivre et bienvenue dans ce journal du jeudi 2 février 2017. Et météo pour démarrer et ces pointes de vent sur le Finistère enregistrées ce jeudi matin, 102 km/h à la pointe Saint-Mathieu, 113 sur l'île d'Ouessant et même 133 à Camaret. Les départements du Finistère, du Morbihan et des Côtes-d'Armor sont en vigilance et le littoral finistérien pourrait connaître des épisodes de vagues submersion. À noter tout de même que les coefficients de marée sont faibles pour les jours à venir. Parmi les mesures de sécurité, l'arrêt des rotations vers Belle-Île, Ouette et Édic pour la journée de vendredi. Nouveau déplacement ministériel ce jeudi en Bretagne. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, était à Brest. Il s'est rendu dans les locaux de l'ENSTA Bretagne. L'école a signé un partenariat avec l'Institut Mines Télécom Atlantique, spécialisé dans l'ingénierie et le numérique. Les chiffres de la sécurité publique pour le Finistère et le Morbihan sont sortis et ils sont en demi-teinte. S'il y a du mieux concernant les atteintes aux biens et aux personnes, en revanche, d'autres indicateurs attirent l'attention des acteurs de la sécurité publique, comme nous le raconte Fanny Coconnier. Parmi les indicateurs de sécurité publique passés au crible, les violences à l'égard des personnes. Le nombre de faits constatés dans le Finistère diminue de 4,1% par rapport à 2015 et augmente de 0,6% dans le Morbihan. Et le préfet constate une augmentation du nombre de violences intrafamiliales. C'est vraiment une très grosse préoccupation, une augmentation assez forte, je crois plus de 6%. Contrairement à des idées reçues qui voudraient que ça se passe dans les campagnes, eh bien non, les chiffres nous disent le contraire. Il se trouve qu'en 2016, c'est plutôt en zone police, c'est-à-dire très clairement dans les agglomérations de Vannes et de Lorient, que l'augmentation a été la plus forte. Ça se passe souvent aussi sur fond d'alcool ou d'usage de stupéfiants. De l'alcool et des stupéfiants présents dans de nombreux types d'infractions en matière de circulation routière, de violence, de cambriolage aussi. Un axe sur lequel le parquet de Lorient souhaite travailler davantage en cette année 2017. Avec nos services de protection judiciaire de la jeunesse, les services pénitentiaires d'insertion et de probation et tout un tas d'autres partenaires, nous pouvons monter des dispositifs qui, soit en termes d'alternatives aux poursuites, soit à l'issue des condamnations pénales, nous pouvons accompagner de façon contraignante, bien sûr, les personnes mises en cause dans un processus de prise en charge sanitaire et sociale. Au chapitre des cambriolages, dans le Finistère comme dans le Morbihan, leur nombre total diminue. Mais dans le Morbihan, si les vols commis dans les locaux commerciaux régressent, leur nombre augmente pour les résidences principales et les résidences secondaires. Et toujours dans le domaine de la sécurité, la semaine dernière, nous vous annoncions les mauvais chiffres de la sécurité routière en Bretagne. Pour seul exemple, le nombre de tués sur les routes bretonnes a augmenté de 20% entre 2015 et 2016. Alors parmi les mesures prises par certaines communes, la réduction de la vitesse en agglomération, c'est la décision prise par Sker à la fin de l'année 2016. Le reportage de Gaëtan Pinel. Réduire la vitesse pour sécuriser les piétons. Un combat mené tambour battant à Sker, où désormais l'intégralité de l'agglomération est en zone 30. Cette zone 30 permet de mettre en avant, en évidence, donc la sécurité du piéton. Parce que ce qui nous avait été dit, c'est que le piéton, à la différence d'un automobiliste ou d'un cyclomotoriste, n'a pas de gants, n'a pas de casque, n'a pas de ceinture de sécurité. C'est-à-dire que dès qu'il y a un choc, il prend le choc immédiatement. Pour obliger les automobilistes à lever le pied, les élus se sont opposés à installer des ralentisseurs supplémentaires, mais ont préféré miser sur un nouveau mode de stationnement. Un aménagement provoquant un rétrécissement de la chaussée et un ralentissement forcé de la vitesse, facteur représentant 25% des accidents, second taux le plus important derrière l'alcool et les stupéfiants. La vitesse est hyper dangereuse dans la mesure où vous allez toucher, où il va y avoir un choc. Et le problème, c'est qu'on ne maîtrise jamais l'environnement. Vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez avoir des gens qui sont des personnes âgées qui ne voient pas très bien. Et donc, quand on va les toucher à des vitesses relativement élevées,
eh bien, les conséquences vont être gravissimes. Si rouler à 50 km/h nécessite 26 mètres pour s'arrêter en cas d'urgence, circuler à 30 km/h en demande 14 de moins et réduit donc la fréquence, mais aussi l'importance des chocs. À 50 km/h, pratiquement, on va tuer, le taux de mortalité va être de 46%. À 30 km/h, le taux de survie des piétons, en particulier, va être de 93 à 95%. Comme Sker, d'autres communes devraient adopter le principe de zone 30 dans la totalité de leur agglomération. Et on retrouve maintenant Marine pour le point économique de la semaine. Alors Marine, on débute avec la visite du nouveau PDG de la financière Turenne Lafayette dans le Finistère. Oui, Éric Le Gouvello est venu rencontrer les salariés de la Lampolaise de Salaison, filiale du groupe agroalimentaire français. Ce déplacement était aussi l'occasion de les rassurer. La financière Turenne Lafayette est, je vous le rappelle, empêtrée dans un scandale de comptes truqués avec une dette qui atteint les 350 millions d'euros. Alors est-ce qu'il a fait des annonces sur l'avenir du groupe ? Alors, le maintien du groupe dans l'état actuel avec ses 21 usines et ses 3200 salariés est peu probable. Éric Le Gouvello se donne 8 mois pour trouver des investisseurs durables. Il insiste sur ce terme. Des entreprises et des investisseurs ont déjà fait part de leur intérêt. Reste à savoir si la vente se fera en un seul bloc, ce qui est là aussi peu probable, ou par spécialité. Et on retrouve l'interview d'Éric Le Gouvello dans le Télégramme de ce vendredi. Et on passe maintenant à une expérimentation à Rennes. Oui, dès l'année prochaine, on pourrait croiser des voitures sans conducteur dans les rues rennaises. Cette révolution, on la doit au pôle ID4Car basé à Rennes, qui a été retenu par la Commission européenne. Ça fait un petit peu peur. Quel est l'intérêt de cette expérimentation ? Alors c'est une expérimentation justement, Julie, et ID4Car veut étudier les conséquences de l'arrivée de tels véhicules sur la gestion du trafic, de voirie, de parking, mais aussi de signalisation. Bon, on espère que ça sera sans accident. On termine avec Vérandaline qui pousse les murs. Oui, le leader breton de la fabrication de vérandas voit les choses en grand. En mai prochain, il va inaugurer une nouvelle unité de production sur son site historique de Corlay dans les Côtes-d'Armor. L'objectif est de tripler la capacité de production du site. Et alors Vérandaline ne s'arrête pas là dans les projets. Ah non, tout à fait. L'entreprise de 128 salariés vient déjà de reprendre la société Carbrat implantée à l'Henri-Voiré dans le Nord Finistère, ceci afin d'étoffer sa diversification. Et puis enfin, Vérandaline poursuit sa conquête commerciale avec l'ouverture de nouvelles agences. Mais merci beaucoup Marine en tout cas pour toutes ces explications et on vous retrouve très bientôt. Et toujours dans le domaine de l'économie, cette bonne nouvelle pour le granit breton. Depuis le 20 janvier, il est protégé par un label. Un moyen peut-être de stopper les fermetures d'entreprises du secteur. La Bretagne compte encore une trentaine de carrières. Dans les Côtes-d'Armor, les explications de Mathilde Kemener. Le granit breton a son label. Trop tard pour le bassin d'Inanné, les carrières ont fermé une à une. Reste celle de Brucevilly où l'activité diminue chaque année. L'entreprise, je l'ai achetée en 96 et au plus fort de l'entreprise, on a été 6 salariés, donc 7 à travailler avec moi. Et le chiffre d'affaires a été à peu près de 430 000 cette année-là, pendant 2-3 ans. Et après, le marché est devenu de plus en plus difficile et ça a toujours été un salarié de moins par an. Et voilà quoi. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 salariés. Malgré tout, ce patron de 64 ans a trouvé un repreneur, l'un de ses employés. Je suis un passionné de la pierre, donc ça fait 7 ans que je suis dans la pierre. Je travaillais sur les carrières de Languedia, mais une fois qu'il y a eu toutes les fermetures des carrières, il restait celle-ci, avec toutes les machines. Donc j'ai repris, et sans avoir peur parce que j'y crois. Pour lui, la labellisation est une bonne nouvelle pour faire face à la concurrence étrangère. Je pense que ça va nous aider sur certains concurrents. C'est la seule pierre qui reste de Brucevilly, il n'y en a pas d'autres. Donc non, ouais, c'est important. Le parcours vers la labellisation aura été laborieux. Elle était demandée depuis 4 ans par les granitiers bretons. Quand je pense à ce matériau emblématique, je pense aux tailleurs de pierre, que beaucoup de gens nous envient actuellement, que beaucoup de touristes viennent nous voir. Donc l'indication géographique, c'est un outil qui doit permettre de pérenniser les emplois et de permettre de transmettre le savoir-faire. Selon l'association Granit de Bretagne, le secteur représente 600 emplois dans la région. C'est 2 fois moins qu'il y a 10 ans. Un couple de Lanriec, près de Concarneau, lance un appel à la générosité. Dorian et Laura avaient décidé de faire construire leur première maison pour l'arrivée de leur second enfant. Mais l'entrepreneur chargé des travaux a déposé le bilan. Ils ont tout perdu, ou presque. Frédéric Lorenzon nous raconte cette histoire. Lorsque Laura rentre à la maison, ce n'est pas vraiment le logement qu'elle imaginait. La jeune femme enceinte de son 2e enfant devait emménager avec son compagnon Dorian dans leur nouvelle maison.
Une fois en fait que mon CDI a été validé, parce que mon conjoint Dorian était déjà en CDI, donc on s'est lancé dans la folle aventure de construire notre maison. Et en fait, on s'est arrêté sur le projet de la maison conteneur. Problème, en décembre 2016, l'entreprise chargée de réaliser la maison est liquidée et le couple qui a versé près de 100 000 € se retrouve sans rien. Quand on nous a appris la liquidation judiciaire, ça a été le coup de massue, quoi. Parce que pour nous, une maison en 4 mois, ça devait être fait, ça devait être bon. Et au final, voilà, on y est avant l'été 2016 et on arrive en février 2017 et on n'a toujours pas de maison. Sur les conseils de la famille, le couple lance alors un appel sur les réseaux sociaux. À l'heure d'aujourd'hui, on a réussi à récolter en fait 7 000 € avec la cagnotte mise en place sur Facebook et les courriers qu'on a reçus par voie postale. À l'heure d'aujourd'hui, on espère encore récolter en fait un peu plus de 40 000 €. Dorian et Laura ont pu récupérer les containers de justesse et une autre entreprise spécialisée dans ce type de construction et basée dans le Morbihan a pris le relais. Les dirigeants ont été touchés par la situation. Avec mon frère Fabien et mon autre frère David, on est déjà par exemple intervenus sur l'émission Tous Ensemble il y a plusieurs années à côté de chez nous, donc de temps en temps on aime bien essayer de donner un petit peu un coup de main. On s'est rapproché de nos fournisseurs qui eux vont jouer le jeu pour essayer de descendre leur prix et également nos salariés, pour la plupart, sont d'accord pour offrir une journée de travail sur le chantier. Désormais l'horizon s'éclaircit pour Dorian et Laura. Si la générosité est au rendez-vous, la maison de leurs rêves devrait être prête l'été prochain, juste après l'arrivée du petit dernier. Et dans le Tour de Bretagne en 60 secondes ce jeudi, une vente aux enchères de la fibre optique et des jeux vidéo. Regardez. Numéro 17. Après l'usine de Kévin ce mardi, ce jeudi, ce sont les outils de production de l'entreprise Minerve de Quimperlé qui ont été vendus aux enchères. Minerve, spécialisée dans les conserves de soja et de marron, a été placée en liquidation judiciaire fin 2016. Ça a été un chantier énorme. C'est une des premières villes en France qui atteint presque 100% de foyers raccordés à la fibre. Toujours plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de la fibre optique. La cité du Ponant fait partie des 9 villes en France et la seule bretonne choisie par Orange pour tester le déploiement de cet outil. Et toujours dans le domaine du numérique, à côté des livres, la médiathèque François Mitterrand propose aussi des télés avec des jeux vidéo et aussi des ordinateurs, beaucoup d'ordinateurs, 150 mètres carrés en tout, consacrés au numérique. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19 h. Très bonne soirée.